Bonjour à tous et à toutes. Donc, Frédéric Auriard, je suis le directeur des ventes de Coface. Donc, vous m'entendez, enfin, j'espère maintenant. Par contre, vous ne me voyez pas, c'est normal. J'ai un petit problème technique avec la caméra. Mais bon, je vous rassure, vous ne perdez pas grand-chose. Donc, en tout cas, je voulais dire merci à Stratexio de nous permettre d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Alors, webinaire qui sera consacré à un sujet qu'on connaît tous, c'est le Covid-19 et son impact sur l'économie mondiale et surtout le rôle des assureurs crédits comme Coface dans ce contexte et aussi l'impact sur la notation des entreprises et aussi sur les solutions qu'on peut proposer pour vous accompagner dans cette crise, à la fois à travers la notation et à travers les solutions de recouvrement. Et donc là, je laisserai la parole à François Miroir pour exposer les différentes solutions qu'on peut vous proposer. Alors, François, je t'invite à passer sur la slide suivante, peut-être. Allô, allô. Ah, voilà, ça arrive. Alors, un petit mot sur Coface tout d'abord. Alors, moi, j'ai tendance à présenter Coface comme une multinationale à taille humaine. Alors, pourquoi multinationale? Parce qu'on est très largement présent à l'international, une présence dans plus d'une centaine de pays, la couverture d'acheteurs dans plus de 200 pays, et à taille humaine car nous ne sommes que 4300 collaborateurs dans le monde et un peu plus de 300 en France, ce qui nous donne aussi les atouts d'une PME en termes de proximité et d'échange avec nos clients. Un autre chiffre important, c'est les encours qu'on porte dans le monde, c'est 540 milliards d'euros de créances qu'on garantit. Et puis un point important aussi, c'est notre signature, c'est Coface for Trade, donc qui souligne la raison d'être de Coface et d'aider tout simplement les entreprises à mieux gérer et structurer leur activité commerciale, à sécuriser leur business, les aider dans leur développement commercial, que ce soit en France et à l'international, bien sûr, et surtout éviter les impayés, qui restent la première cause de défaillance des entreprises. Une entreprise sur 4 dépose le bilan à cause d'un problème d'impayé. Et je pense que dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, il faut vraiment tout faire pour éviter un impayé parce qu'on sait que l'activité des entreprises est en très forte baisse, les trésoreries sont sous tension. Donc, notre rôle dans cette période est primordial. Alors, François, peut-être l'autre slide, s'il te plaît, encore. Alors, je voulais parler du dispositif Coface. Quelques chiffres, je l'ai dit, c'est nos expositions qu'on porte dans le monde, mais c'est aussi 10 000 décisions de crédit qu'on prend tous les jours, et ceci au pied du risque, aux quatre coins du monde. Et dans cette période actuelle, ces décisions de crédit, elles sont déterminantes. Alors, on pourrait croire que c'est de plus en plus facile de prendre des décisions au vu d'Internet, des réseaux sociaux, de la data qui est disponible un peu partout. Sauf que les chocs sont de plus en plus violents, imprévisibles. Et voilà, l'exemple du Covid-19 en est un, mais aussi on a connu d'autres chocs bien avant, bien évidemment. Alors la crise, ça on peut peut-être passer sur le slide suivant, François. Encore. Alors la crise, juste pour revenir sur la crise, mais avant ça, je voulais simplement faire un flashback. En février, on a notre économiste en chef, Julien Marcilly, qui disait déjà que les principaux risques qui pesaient sur l'économie mondiale, ce n'était pas un risque économique, mais ça serait plutôt des risques liés à l'environnement ou à des risques politiques. On commençait à parler effectivement du Covid-19. Bon, 3 mois après, on sait que le principal risque qui a déstabilisé l'ensemble de l'économie, c'est effectivement ce fameux virus. Alors, en 70 ans, ça fait 70 ans qu'on existe, on peut dire qu'on a connu pas mal de crises chez Coface. Par contre, celle-là, elle est unique, elle est un peu particulière. Elle n'est pas liée au système. C'est pas comme en 2009, une crise financière provoquée par les subprimes et qui s'est propagée à l'ensemble de l'économie. C'est lié à un choc exogène, un virus qui a mis, c'est pour la première fois, je pense, l'économie en off, c'est-à-dire l'arrêt de d'un grand nombre d'économies dans le monde et qui s'est traduit par un effondrement immédiat et rapide de l'activité. Autant les précédentes crises, on pouvait dire qu'il y a des secteurs qui arrivaient à s'en sortir. Cette crise-là, elle touche un peu tout le monde, quel que soit le secteur. Et ce qu'on voit, c'est un double choc.
c'est le slide suivant, François, c'est un choc d'offres et de demandes. Et on voit que les baisses d'activité, et c'est ce qui est confirmé par nos clients, quand on les rencontre, ils nous disent baisse d'activité sur le T1 et T2, on est pratiquement à 35-50% de baisse d'activité. Donc, c'est monstrueux. Et puis, il y a un choc de demande puisque les ménages sont confinés, donc ils consomment moins et ils concentrent leur consommation sur les dépenses essentielles qui sont liées à l'alimentation et aux besoins malgré tout de se soigner, même si là aussi, c'est en baisse. C'est en baisse, et notamment les pharmaciens, par exemple, où ils vendent des médicaments, ils sont restés ouverts, mais ils ont une baisse à peu près tous de façon importante de leur activité. Alors, la sortie de cette crise, c'est le slide suivant. On voit qu'on a eu un impact massif déjà sur la fin du T1 et encore sur le T2. Des baisses de PIB monstrueuses, jamais connues, même au cours des précédentes crises. Alors, au départ, nos économistes nous prévoyaient une reprise en forme de V, c'est-à-dire très forte décélération, mais que ça allait reprendre très vite. Après, on est plutôt parti dans une forme de U, et là, vous voyez, on est plutôt dans une sorte de logo Nike, avec effectivement un très fort effondrement sur T1, T2, et une reprise progressive de la croissance, mais qui ne sera pas suffisante pour compenser les baisses de PIB qu'on a connues et qu'on connaît quasiment partout. Et surtout, la reprise, elle ne sera pas immédiate, comme l'a été le confinement. Elle sera progressive. On est sûr qu'on ne va pas retourner tous tout de suite au restaurant. On ne va pas tous retourner tout de suite dans les magasins. On ne va pas tous retourner en voyage. On ne va pas tous reprendre l'avion. Ça va prendre du temps. Donc, voilà, cette crise sanitaire risque de se transformer en crise économique. Et cette crise économique, elle peut durer quand même quelques mois, voire même, voilà, on ne l'espère pas tous, mais quelques années. Tout ceci, si effectivement, on ne se prend pas une deuxième vague en septembre, à savoir, on se reconfine tous. Et là, je pense que ça serait un peu problématique. Alors, tout ceci, bien évidemment, ça a un impact. Ça impacte la confiance dans les entreprises entre elles. Et donc, potentiellement, et on le constate, ça peut bloquer le crédit inter-entreprise, c'est-à-dire les délais d'accorde à ses clients. Et juste pour faire un petit feedback sur le crédit inter-entreprise, qui n'est pas toujours connu, c'est vrai qu'on parle souvent du crédit bancaire, mais le crédit inter-entreprise, c'est quand même la première source de financement de l'économie avant le crédit bancaire. Ça pèse en France 700 milliards d'encours. On estime que sur 700 milliards d'encours, il y en a à peu près 500 milliards d'euros qui sont portés par les assurances crédit. Alors, ce n'est pas tout à fait l'encours réel parce que nos clients ont toujours l'habitude de demander un peu plus que leurs besoins. On estime à peu près que les encours réellement garantis par les principaux assureurs crédit en France, c'est à peu près 300 milliards d'euros. Et alors, c'est un point important parce que finalement, la prime d'un contrat d'assurance crédit, elle n'est pas assise sur l'encours, mais sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est déclaré par nos assurés et qui est garanti par l'assureur crédit. Et ce taux de prime, qui dépend de plein de facteurs, qui dépend du secteur d'activité, qui dépend de la sinistralité qu'a pu avoir notre client au cours des dernières années, qui dépend du pays sur lequel il commerce et qui dépend aussi de la conjoncture économique. C'est vrai qu'en période de croissance, comme on a pu le connaître au cours des dernières années, ce coût avait eu plutôt tendance à baisser. Là, clairement, depuis le début de l'année, ce qu'on constate, c'est qu'il remonte. Pourquoi ? Parce qu'il est lié au risque et le risque, depuis ce début d'année, a très fortement augmenté. On ne va pas le répéter. Mais ce taux de prime, il permet plusieurs choses. Il permet de bénéficier d'informations sur la santé de ses clients et du coup de leur accorder des délais de paiement. Il permet également à notre service de déléguer le recouvrement des créances. Et ça, c'est un point important. On va prendre l'exemple de l'entreprise Dupont qui commerce avec un fournisseur asiatique. Les 3 premières livraisons se passent bien. La 3e livraison, pas de bol, je ne suis pas payé dans les délais. Je vais appeler le fournisseur asiatique. Dans le meilleur des cas, j'arrive à récupérer, mais ça va être très compliqué parce que finalement, je représente l'entreprise Dupont qui est en France et 100 000 euros de garantie. Si j'ai eu la bonne idée de souscrire un contrat d'assurance crédit, je vais confier la créance à mon assureur qui va contacter l'entreprise asiatique et qui va lui dire écoutez, c'est très simple. Si vous refusez de payer, je vais vous résilier toutes vos garanties. Ce n'est pas 100 000 euros que je porte sur vous, mais c'est plusieurs millions d'euros. Donc, on voit que l'impact n'est pas tout à fait le même.
Et surtout, on va adapter la stratégie, et François vous en parlera, par rapport au pays, par rapport à la connaissance du pays, par rapport aux us et coutumes du pays. Et donc, le taux de recouvrement, on en parlait tout à l'heure, c'est 80%. C'est-à-dire 80% des factures non payées et confiées à Coface sont recouvrées au bout de 2 ans. Donc, c'est un vrai atout et un vrai avantage de l'assurance crédit. Et puis, dans le pire des cas, si on peut dire, alors, pas qu'on ait mal fait notre boulot, mais si on anticipe le risque, on indemnise. Donc, on indemnise la créance à hauteur de 90%, 90% de la quotité ou de l'encours garanti. Alors, Coface, pendant cette crise, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit et je répète, le principal atout d'un contrat d'assurance crédit, c'est la prévoyance. Et on surveille pratiquement 70 millions d'entreprises dans le monde. Et l'activité d'un assureur crédit, que ce soit en période de crise ou de non-crise ou de croissance économique, ça consiste justement à scorer les clients, donc des révisions à la hausse, à la baisse des garanties. Ça fait partie de l'activité normale d'un assureur crédit. Sauf qu'en période de crise, on peut se dire, bah oui, mais vous coupez vachement plus de garanties. Alors, c'est un peu vrai pour Coface, on ne va pas se le mentir. On a réduit un peu plus de garanties, mais ça reste dans des montants tout à fait limités. On a réduit 3,1% de l'ensemble de notre exposition depuis le début de la crise, 1,5% sur le marché domestique et 4% sur l'export. Et surtout, on ne produit pas de réduction en masse, on fait des réductions en ligne à ligne, assuré par assuré. Et ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'on est vraiment dans le principe de communication et d'échange avec nos assurés. Et vraiment, j'insiste sur l'ensemble des entreprises. Si vous avez des problèmes de garantie, prenez contact avec votre assureur crédit, échangez avec l'arbitre. Parce que moi, ce que je vois au niveau des différentes réunions qu'on a pu faire, voilà, on est dans l'échange, on est dans le dialogue et dans certains cas, on maintient parce que c'est tout à fait justifié. Dans d'autres cas, on peut quand même revoir à la hausse certaines garanties. Coface n'a pas arrêté de donner des garanties. Sur le mois de mars, on a délivré 1,2 milliard d'euros de nouvelles garanties. Donc, voilà, on continue à jouer ce rôle en prenant en compte l'activité actuelle et la situation actuelle. Et puis, mais par contre, on ne peut pas demander aux assureurs crédit de s'engager à continuer à prendre et à couvrir l'ensemble des impayés qui peuvent se produire dans le monde. Notre rôle, c'est bien de dire aux assurés, attention, là, il ne faut plus y aller parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des impayés, parce que les informations sur tel ou tel pays, sur tel ou tel secteur ne sont pas bons. Et donc, il faut être prudent et donc, je réduis ou je résilie la garantie. Maintenant, il y a un point quand même qui est essentiel, c'est-à-dire que vous avez aussi dans vos contrats d'assurance crédit ce qu'on appelle la garantie des ordres à livrer, donc qui vous permet au moins d'être garanti sur les livraisons en cours ou les commandes en cours jusqu'à la date de notification de la réduction. Et ce qui est important, c'est que l'État a bien compris l'importance du crédit interentreprise. Il a remis à la route des dispositifs qui avaient plutôt bien fonctionné en 2008-2009. C'est le dispositif CAP et CAP+, qui sont désormais disponibles au sein de Coface depuis le mois d'avril et qui vous permet, en cas de réduction ou de résiliation confirmée et maintenue par l'assureur crédit, de pouvoir bénéficier d'une garantie à travers justement ces dispositifs en payant une prime complémentaire qui sera collectée par les assureurs crédit et reversée intégralement à l'État. Donc voilà. Donc, au-delà de ça, donc, juste pour revenir sur quelques données et quelques indicateurs, je l'ai dit, perte d'activité de 35%, la consommation en baisse de 33%, mais tous les secteurs non plus ne sont pas touchés de la même manière. On n'aura pas la même approche sur les secteurs type métaux, donc, qui touchent à la fois l'industrie automobile, maintenant l'industrie aéronautique. C'est des secteurs qui sont très fortement touchés et qui vont le rester. L'industrie automobile, ce n'est pas nouveau. Même avant la crise, il y avait des menaces sur les fournisseurs. On assistait à un choc technologique, l'arrêt du diesel. Et puis, mais par contre, ça n'affectera pas tout le monde de la même façon. Si on parle de BMW peuvent rester fermés 1 an, ils n'auront pas de problème de solvabilité. Pour d'autres constructeurs, on sait que les trésoreries sont plutôt sous tension. On peut prendre un exemple aussi avec les constructeurs aéronautiques. C'est vrai qu'Airbus, c'était un secteur sans risque. Ils avaient 20 ans de commandes devant eux. Ils avaient embauché 20 000 salariés à Airbus
Sauf que bon, on n'avait pas prévu de l'arrêt complet quasiment du transport aérien qui a fait que les compagnies aériennes, pour conséquence, réduction ou annulation des commandes passées. Et donc, ça touchera forcément les fournisseurs d'Airbus. Et puis, on voit aussi quelques gros sinistres apparaître dans la presse. Hein. On a entendu parler d'Alinéa, de Mecaplast, qui est un fournisseur automobile. Et c'est des sinistres qui sont pas toujours prévisibles parce que quand on parle de Mecaplast, il y avait quand même l'État qui était actionnaire de 20%. Et Alinéa, ça fait partie du fonds d'investissement de la famille Mullier qui a quand même permis la mise en redressement judiciaire de cette société. Donc, on voit également sur la droite l'ensemble des secteurs qui sont touchés. Finalement, il y a peu de secteurs qui s'en sortent. Hein. Il y a le secteur pharmaceutique et un peu l'industrie agroalimentaire, mais là aussi, on a des producteurs qui sont touchés. On a parlé des producteurs de la pomme de terre qui aujourd'hui sont en difficulté parce que tout simplement, les restaurants sont fermés et que les gens mangent beaucoup moins de frites qu'avant. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments de contexte, toutes ces analyses, toutes les informations qu'on collecte, toutes les informations qu'on a sur les entreprises qui font qu'on révise à la hausse et à la baisse les garanties. Alors juste le slide d'après, parce que vous exportez, l'impact sur les échanges internationaux. Alors j'en parlerai après. Effectivement, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que l'ensemble du monde va être en récession, on prévoit 1,3%. Et surtout, ce qu'on voit, c'est l'augmentation du taux de défaillance des entreprises. Avant d'aborder la crise, on prévoyait quand même une augmentation à hauteur de 2%. Aujourd'hui, on est sur des chiffres à deux chiffres. Hein. On est à plus 15% sur la France, plus 25% dans le monde. Et tous les pays ne seront pas touchés de la même façon. On voit que les États-Unis, c'est certainement un des pays qui sera le plus touché d'un point de vue économique, mais aussi en termes de morts, hein, alors qu'ils pensaient passer à travers. 38%, c'est le montant des défaillances d'entreprises en plus. Et sur la zone euro, c'est assez disparate en fonction des pays. Finalement, ça sera l'Espagne qui risque d'être le plus touchée en termes de défaillance, suivi par l'Italie. Et finalement, il y a un pays qui s'en sortira un peu mieux que les autres, c'est sans surprise l'Allemagne. François, c'est la précédente slide. Voilà, donc on voit clairement le risque de défaillance qui a explosé et nos prévisions qui doivent être absolument réajustées parce que la hausse qu'on prévoyait, elle était complètement minimisée par rapport à l'impact du Covid-19. Donc, ça aura un impact, sur l'économie, bien évidemment. Même si l'État et les gouvernements européens ont pu mettre en place des mesures exceptionnelles qu'on connaît tous, hein, le chômage partiel, le PGE pour aider les entreprises à passer la crise. On sait que tout le monde ne passera pas cette crise. On voit que le nombre de chômeurs, malgré tout, augmente, malgré les mesures qui ont été mises en place. Et puis, on voit clairement que pour l'instant, on a des gros sinistres et que, par contre, le risque de fréquence va fortement augmenter dans les mois qui viennent. Alors, si on parle du commerce mondial, le commerce mondial, c'est le précédent slide. Il est lui aussi en baisse. Alors, il y a des chiffres qui circulent comme quoi 55% des PME et ETI auraient maintenu leur exportation. Et ça veut dire quand même qu'il y a une entreprise sur deux qui a fortement réduit ses exportations, voire certaines qui ont carrément arrêté leurs exportations parce que fermées, plus d'activité pendant cette période. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la baisse, elle va être importante, hein, moins 4,3, c'est la prévision, mais elle sera quand même moins forte qu'en 2009-2010. Et puis, c'était quand même une tendance générale, hein, notamment avec les effets de Trump et la guerre sino-américaine, qui faisait que le commerce mondial était plutôt en baisse au cours des 2 dernières années. C'est slide suivante, François. Alors, il y a un point aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est et quid des pays émergents. Alors, les pays émergents, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que finalement, on pensait qu'ils allaient être énormément touchés d'un point de vue sanitaire par la crise, avec beaucoup de morts. Finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont un peu moins touchés, voire même moins touchés que les pays occidentaux. Alors, plusieurs raisons. Ils ont quand même mis en place des mesures de confinement, peut-être même avant les pays européens, avant que la crise arrive. La population est plus jeune. Il y a peut-être aussi potentiellement le climat qui peut jouer, ça on ne sait toujours pas.
Toujours est-il qu'il y a un certain nombre de ces pays qui ont imité les pays occidentaux, c'est-à-dire confinement très strict, arrêt total de l'économie. Et puis, on voit que plus on va sur la droite, plus les mesures de confinement ont été laxistes, et voire il n'y en a quasiment pas eu au Cambodge et en Uruguay. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays type Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie, ce sont des pays qui ont mis en arrêt complet leur économie, mais malheureusement, elles n'ont pas tous les dispositifs qu'on peut connaître. Donc, pas de mesures de chômage partiel, pas de PGE, pas de relance du crédit interentreprise. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est que ces pays soient en forte difficulté et connaissent une récession, une crise économique majeure. Et on commence à le constater par deux critères. C'est le slide suivant. C'est déjà la fuite des capitaux étrangers, donc fuite des investisseurs, donc manque de confiance dans ce pays qui est massive, qui est super importante. Et surtout, du coup, l'obligation de procéder à la déflation. Et on voit que les monnaies ont fortement baissé sur le Brésil, sur l'Afrique du Sud, sur la Russie. Donc, ça veut dire que voilà, ces pays potentiellement peuvent avoir des difficultés à honorer leurs paiements, honorer leurs dettes. Et alors, c'est une information que j'ai cru voir ce matin, qui reste à confirmer, mais j'ai cru entendre qu'il y aurait une centaine de pays qui auraient demandé l'aide du FMI. Donc, je vous invite vraiment à consulter, notamment en juin, cofas.fr, parce que vous allez avoir l'actualisation du risque pays de notre carte pays. Et en tant qu'exportateur, avant de reprendre les exportations, de vous relancer sur tel ou tel pays ou vouloir développer tel ou tel pays, consultez un peu cette carte et l'analyse COFAS en termes de risques politiques, économiques, stratégiques liés à l'ensemble des pays émergents. Et puis un dernier point, un dernier groupe de pays également, c'est les pays qui sont fortement dépendants du pétrole. Il y en a un certain nombre. On sait que la baisse des cours du pétrole, elle est historique, jamais vue depuis les 20 dernières années. Le prix du baril est tombé à moins de $20. On a tous entendu les Américains et les producteurs américains qui donnaient de l'argent pour liquider leurs stocks. Et en fait, ce graphique-là et ce slide-là, il montre deux choses. Il montre déjà que un certain nombre de pays, pour pouvoir équilibrer leur balance, leur déficit, il faut un cours du pétrole qui soit pour l'Iran à 200 €. Pour l'Algérie, c'est 110 €. Et pour la Russie, c'est pratiquement 50 €. Sauf que quand on a un cours à 20 $, ça peut être compliqué. Et comme ces pays ne dépendent pratiquement que de cette ressource pour pouvoir fonctionner, on peut être inquiet sur les mois et les mois qui viennent par rapport à la situation que peuvent connaître ces pays. Et juste pour revenir sur les pays européens, donc, il y a quand même aussi une bonne nouvelle et qu'on a entendue qui n'est pas encore validée, c'est le fait que l'Allemagne et la France s'associent pour relancer un plan d'aide à hauteur de 500 milliards d'euros. Par contre, il y a quand même une inquiétude sur certains pays, notamment l'Italie, avec un déficit public de 150%. Donc, on espère tous qu'on ne soit pas obligé de revivre une crise à la grecque dans les mois qui viennent. Bon, en tout cas, les gouvernements européens ont l'air de s'allier, ont l'air de comprendre qu'il fallait peut-être enfin jouer collectif pour pouvoir sortir de cette crise. Donc voilà concernant cette intervention. Donc crise majeure effectivement. Malgré tout, on voit qu'on continue à maintenir les garanties, on accompagne nos clients, on communique beaucoup à travers des webinars. On en a organisé une il y a 15 jours où il y a eu 600 clients et partenaires COFAS qui ont participé. On en fait une prochainement sur notamment le risque industriel et le risque fournisseur, et auquel François interviendra. Et on refait un webinar également pour tous nos clients, nos partenaires. En juin, on vous communiquera également la date avec l'intervention de notre économiste et de notre patron de l'arbitrage. C'est important parce que les données que je vous ai présentées, elles datent un peu. Alors, elles datent d'il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours. Mais elles vont être actualisées début juin. Et donc, il y aura peut-être que variation par rapport à ce que je vous ai annoncé. En tout cas, avant de passer la parole à François, je voulais vraiment remercier Stratexio parce que je pense que c'est vraiment important de communiquer sur ce qu'on fait et sur l'importance pour les entreprises de sécuriser ce risque qui est majeur aujourd'hui et ne pas vous conseiller au moins de vous poser la question sur est-ce que je suis bien assuré, qui sont mes clients, quels sont les marchés sur lesquels il faut que j'investisse ou pas.
c'est pour moi fondamental. Parce que, en résumé, vendre, c'est très important, mais pas n'importe qui, n'importe où. Et surtout, vendre, c'est bien, mais se faire payer, c'est mieux.